La dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République en juin 2024 a créé un séisme politique. Les alliances se forment et se brisent selon les idéologies et les intérêts. L'apparition d'alliances entre des partis aux programmes très différents soulève la question de la pertinence du clivage gauche-droite. Mais quelle est l'origine de ce clivage? Reprenons depuis le début. L'un des premiers ancêtres du clivage gauche-droite actuel apparaît dans la Rome antique. Sous la République romaine, une division existait entre les populares, partisans d'une réforme, et les optimates, défendant les traditions aristocratiques. Cette distinction disparaît après la victoire de César lors de la guerre civile contre Pompée. Les institutions connaissent des réformes rendant cette distinction obsolète. Faisons un bond dans le temps jusqu'à la Révolution française. Nous sommes à Paris, le 11 septembre 1789. L'Assemblée constituante s'est réunie pour délibérer sur le droit de veto à accorder ou non au roi Louis XVI. Cet événement fixera les bases du clivage politique français et occidental jusqu'à nos jours. Deux groupes se forment. Du côté droit de l'Assemblée, les partisans d'un roi puissant pouvant bloquer une décision grâce à son droit de veto. Côté gauche, les partisans d'un pouvoir royal plus limité et ne disposant pas de ce droit, ou alors d'une manière beaucoup plus limitée. Le premier clivage gauche-droite se forme donc sur un critère social. L'Assemblée se divise entre les libéraux et les conservateurs. Le critère économique ne deviendra majeur que par la suite. Un mois plus tard, en octobre 1789, les termes droite et gauche font leur apparition dans les journaux révolutionnaires. Les tendances politiques s'affinent. À droite comme à gauche, une distinction se fait entre les modérés et les radicaux. Les plus à gauche sont les montagnards et les jacobins, parmi lesquels se trouvent entre autres Marat et Robespierre. Au centre se trouvent les feuillants, dont Sieyès, qui deviendra consul. À droite se trouvent les monarchiens, parmi lesquels Clermont-Tonnerre et d'autres conservateurs. Les termes d'extrême droite et d'extrême gauche ne sont pas encore employés et se populariseront par la suite. Le clivage gauche-droite se maintiendra au niveau social, mais connaîtra des mutations selon les évolutions de la société. À partir du XIXe siècle, le clivage économique se rajoute au clivage social. La question de l'intervention de l'État dans l'économie déchaîne les passions, à droite comme à gauche. Le libéralisme économique, qui était autrefois vu par la gauche comme un moyen d'émancipation face à un État autoritaire, passe progressivement à droite de l'échiquier politique. Les partis de gauche adoptent une grille de lecture inspirée de la vision de Karl Marx. Le philosophe détaille les limites de la Révolution française et qualifie la Déclaration des droits de l'homme de déclaration de l'homme bourgeois. D'après lui, le moteur de l'histoire n'est pas la lutte entre les nations, mais la lutte entre les classes sociales. Il considère que la Révolution française est une lutte entre deux classes dominantes, la noblesse et la bourgeoisie. Il juge le libéralisme économique défendu par la bourgeoisie comme néfaste pour la classe ouvrière et défend la mise en place d'un système ne reposant pas sur la propriété privée. Cette vision impactera lourdement l'échiquier politique dans le monde entier. La défense du libéralisme par la droite et de l'interventionnisme par la gauche n'est cependant pas une règle absolue. La question de l'intervention de l'État divisera la droite comme elle avait divisé la gauche. Une droite dite orléaniste défendra un libéralisme économique et un conservatisme plus modéré. Les droites dites conservatrices ou bonapartistes se méfient davantage du libre marché, qu'elles jugent responsable d'une libéralisation des mœurs et encouragent le maintien d'un État fort et conservateur. Le rejet du libéralisme amène parfois à des situations politiques inattendues. Le catholicisme encourage certains mouvements d'extrême droite, comme l'Action française, à soutenir certaines mesures sociales promues par la gauche. D'autres mouvements d'extrême droite adoptent une approche contraire. Le régime du général Pinochet adoptera un libéralisme très poussé, tout en soutenant une vision très conservatrice de la société. Le régime du général Franco, initialement très protectionniste, a également lancé un plan de libéralisation en 1959. Ce plan a pour but de mettre un terme aux pénuries que connaît l'Espagne en raison de son manque d'ouverture au commerce international. Faisons à nouveau un bond dans le temps. La fin du XXe siècle est marquée par la chute de l'Union soviétique. L'effondrement d'un système reposant sur un État puissant encourage la mise en place de systèmes plus libéraux. La crise économique de 2008 constituera en revanche un revers sévère pour le libéralisme et encouragera les États à ne pas tout miser sur le libre marché. Le risque de faillite de l'économie mondiale ayant poussé les États à des sacrifices économiques colossaux pour sauver les banques de la chute.
Le clivage gauche-droite permet de se faire une idée de l'offre politique, mais ne permet pas de cartographier les tendances de manière exhaustive. C'est pour cette raison que d'autres critères sont à prendre en compte pour définir clairement une pensée politique. Un schéma classique découpe la pensée politique avec l'axe progressisme-conservatisme en abscisse et l'axe autoritarisme-laisser-faire en ordonnée. Ce schéma est imparfait et ne permet pas de cartographier précisément toutes les idéologies, mais permet de vulgariser le clivage gauche-droite de manière plus exhaustive. Si d'autres sujets d'actualité vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Pensez également à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications.